je vais me concentrer sur les questions qu'on s'est posées avec Arnaud Aurin, donc professeur à Paris 8, dans plusieurs de nos articles, et des questions que je me pose toujours sur sa vision de ce que doit être le commerce, la façon dont les relations commerciales, les flux commerciaux doivent s'organiser. Donc vraiment, cette présentation, elle est découpée en deux temps. Dans un premier temps, je vais résumer, en tout cas vous exposer ce qu'on a déjà fait avec Arnaud Aurin, et dans un deuxième temps, je vais m'appuyer sur un texte du gouvernement et des lois de la Pologne de Mably, et pour voir si les propositions en termes de politique économique dans ce texte sur la Pologne sont cohérentes avec l'ensemble des écrits de Mably sur le commerce. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Mably a été très souvent présenté comme l'archétype du républicain classique, notamment suite aux travaux de Michael Keith Baker, qui a appliqué à la France les catégories de l'école de Cambridge, Pocock et Skinner, pour citer les deux pionniers, si je puis dire. Alors, c'est la citation numéro 1. Encore une fois, si besoin, je peux partager à mon écran. Donc, Baker définit le républicanisme classique comme suit. Alors, c'est ma traduction, un langage qui s'oppose à un État de plus en plus administratif, qui alimentait et était simultanément alimenté par l'individualisme d'une société commerciale moderne, un État qui stimulait le commerce afin d'augmenter ses recettes fiscales. Baker ajoute dans son analyse que les intérêts individuels ont fait disparaître la vertu et que les sociétés commerciales ont conduit au despotisme. Donc, il est nécessaire de mettre en place un ordre politique dans lequel les intérêts individuels s'identifient au bien commun par l'inculcation de la vertu civique. La liberté, dans l'analyse de Baker, se résume alors à la possibilité d'exercer la vertu civique plutôt que de jouir de droits individuels protégés par la loi. Donc, en fait, on retrouve ici l'opposition entre liberté négative et liberté positive, celle des anciens et celle des modernes, pour reprendre les termes de Benjamin Constant, qui définissait la liberté des anciens comme une liberté collective basée sur la participation à la vie de la cité, et la liberté des modernes était définie, quant à elle, comme une liberté individuelle. Les individus jouissent de droits individuels que les institutions doivent garantir. Ainsi, le républicanisme classique, ce langage de la vertu, de la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir, s'opposerait au républicanisme moderne, qui, lui, utilise le langage des droits naturels, de l'individualisme et du commerce. Et donc, Gabriel Bonneau de Mably serait, selon l'un des grands commentateurs, Johnson Kenwright, un digne représentant des anciens, un authentique, je cite Wright, un authentique penseur républicain, l'héritier français de Machiavel et d'Harrington. En effet, dans de nombreux écrits de Mably, on peut voir qu'il considère l'augmentation des pouvoirs monarchiques en Europe comme le résultat des mêmes erreurs que celles commises par les cités grecques et romaines, la perte de liberté politique des assemblées de citoyens est le résultat de politiques de conquête et d'enrichissement. Les nations n'auraient pas compris la nature corrompue de la civilisation commerciale. Mably avance que les richesses et les mœurs sont des choses insociables, que le commerce conduit à l'enrichissement et donc à la corruption de la société. Donc, dans cette perspective, lorsque Johnson Kenwright analyse du gouvernement et des lois de la Pologne, en particulier les réformes commerciales que propose Mably dans ce texte, il est amené à souligner que, et c'est la citation numéro 2, que sur le plan économique, Mably exhorte les Polonais à contre-courant de sa propre pensée, à adopter un programme de modernisation en promouvant l'industrie locale et le commerce extérieur.
Rousseau plaide au contraire pour une fermeture de tout contact économique avec le monde extérieur, engageant la Pologne dans une sorte de désindustrialisation et d'autarcie agricole. Donc effectivement, Wright, qui cherche à inscrire Mably dans cette tradition républicaine classique, lorsqu'il voit que Mably défend le commerce et l'industrie, c'est quelque chose qui ne cherche pas en tout cas à analyser, il ne cherche pas à comprendre les raisons pour lesquelles Mably adopte un tel programme. De manière générale, Wright ici minimise les arguments de Mably en faveur du commerce pour le faire entrer dans cette case républicanisme classique, dans le schéma d'opposition entre le commerce et la vertu. Or, plusieurs travaux ont montré que cette opposition commerce-vertu n'est pas si frontale que le laisse entendre l'école de Cambridge et que les frontières entre républicanisme classique et républicanisme moderne sont souvent floues. Je m'inscris donc dans la lignée de ces travaux, notamment ceux de Hont, qui soulignent que Mably, tout au long de sa vie, loue l'agriculture, la croissance de la population et le commerce domestique, et également ceux de Sonnenscheer qui défend l'idée que Mably n'est pas fondamentalement opposé au commerce. Un exemple avec la citation numéro 3. Il y a des bornes à l'égard du commerce que la politique ne doit jamais passer et des profits pernicieux qu'elle ne doit jamais se permettre, parce que le commerce est une espèce de monstre qui se détruit de ses propres mains et entraîne l'indigence à la suite des richesses. Donc, le passage que j'ai mis en gras, le commerce est une espèce de monstre qui se détruit de ses propres mains, est souvent mobilisé lorsque l'on cherche à inscrire Mably dans le cadre vertu contre commerce, mais dans ce passage, si on remonte quelques mots plus haut, il souligne également la question des bornes, des limites à mettre au commerce. Et cette idée qu'il faille encadrer les activités commerciales est présente dans l'ensemble des écrits de Mably. Donc, dans un premier temps, je vais donc reprendre mes travaux et ceux coécrits avec Arnaud Aurin pour vous présenter ce qui me semble être la vision de Mably des activités commerciales. Puis, dans un second temps, je vais donc étudier ce texte du gouvernement et des lois de la Pologne, en particulier les 4 derniers chapitres de la première partie, dans lesquels Mably aborde les questions du développement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Et donc, on se demandera si elles sont cohérentes avec ces précédents écrits. Enfin, dans un troisième temps, j'aborderai la question de la refonte de l'ordre social polonais qui est nécessaire pour le développement de l'agriculture et de l'industrie selon Mably. Et cette réforme de la société d'ordre me pose des difficultés. J'en suis un petit peu là, si vous voulez, dans mes recherches. Ça me pose des difficultés car elle me semble reposer sur l'élargissement du droit de propriété, plus précisément la propriété foncière, alors qu'on sait que Mably est un fervent défenseur de la communauté des biens. Donc, société d'ordre, accès à la propriété foncière, droit naturel également, sont des thématiques avec lesquelles, alors non seulement je ne suis pas familière, mais qui me posent des difficultés de compréhension chez Mably et qui peut-être peuvent apparaître comme étant à contre-courant de sa propre pensée, bien plus en tout cas que c'est, selon moi, ses propositions en termes de politique économique. Donc, commençons cette première partie en analysant donc la position de Mably à l'égard du commerce en général. Dans les années 1740, il faut savoir que Mably était bien éloigné du républicanisme classique. Il célébrait le commerce et le luxe de l'Europe moderne.
dans ces parallèles des Romains et des Français par rapport au gouvernement, il fait l'éloge de la monarchie française, il défend la civilisation commerciale, mais de manière un petit peu confuse, en tout cas en avançant des arguments très généraux sans pousser l'analyse. Par exemple, il écrit que l'abondance, les arts et l'industrie sont des biens réels pour les hommes. Il va affirmer que les dépenses des riches sont le moteur de la richesse des nations. Ou encore, et c'est la citation numéro 4, il oppose le commerce et la guerre. Rome était une république de soldats, Carthage était une république de marchands. C'est de là que se tire le dénouement des guerres puniques. Une nation commerçante doit être assez sage pour ne point tenter l'ambition de ses voisins. Quel que soit son courage, elle aime la paix. La guerre interrompt son commerce, l'appauvrit et exige cependant de plus grandes dépenses. Une nation guerrière est la paix parce que la guerre l'enrichit et lui tient lieu d'industrie. Ce qui est assez intéressant ici, comme l'a souligné Marie-France Piguet, c'est de voir Mably associer le commerce à la paix et surtout d'employer l'adjectif commerçant. Nation commerçante, puissance commerçante, ce qui l'a conduit à faire un parallèle avec le style, la méthode de Montesquieu. Mably fait une histoire du commerce partant de la chute de l'Empire romain jusqu'aux républiques commerçantes italiennes, en évoquant les grandes découvertes espagnoles et portugaises, l'expansion coloniale. Et cette histoire du commerce le conduit à donner sa vision, sa propre vision de ce que doit être le commerce dans son droit public de l'Europe qui a connu 3 éditions successives, 1746, 1748 et 1764. On va regarder le chapitre 11 de l'édition de 1746, qui devient chapitre 12 dans l'édition de 1748, mais qui sont très très proches. Ce chapitre intitulé Traité de commerce et de navigation conclu entre les principales puissances de l'Europe débute donc ainsi, donc c'est la citation numéro 5. Nous sommes dans un siècle trop éclairé pour qu'il soit besoin de prouver qu'une nation ne peut être heureuse et florissante sans le commerce. L'Europe n'a senti que bien tard cette vérité. Les barbares qui s'établirent sur les ruines de l'Empire romain n'étaient propres qu'à la guerre et les vices de leur gouvernement la rendirent nécessaire pendant plusieurs siècles. Donc, on retrouve ici cette opposition commerce et guerre. Le commerce devient une condition de la prospérité et du bonheur des nations. Mably va plus loin en essayant d'identifier les causes d'un commerce florissant. Donc, dans ce chapitre, il identifie 5 branches sur lesquelles le commerce européen est établi. Le commerce intérieur de chaque État en particulier, le commerce des Européens entre eux et celui qu'ils ont avec les colonies, donc les Indes, les Amériques et le continent africain. Regardons tout d'abord le commerce intérieur et c'est la citation numéro 6, alors qui est un peu longue, je vous l'accorde, mais très intéressante parce qu'elle résume vraiment la pensée de Mably sur ce que doit être le commerce extérieur et il changera très très peu d'opinion, d'avis tout au long de son œuvre. Le commerce intérieur n'enrichit point par lui-même un État, puisque ne supposant aucune exportation, il n'y fait entrer aucun argent. C'est cependant le plus utile, et il sert de base au commerce étranger. Sans d'excellentes lois sur cette partie du gouvernement, un royaume languit au milieu des richesses qui devraient faire sa force et son bonheur. L'agriculture et tous les autres commerces qui sont entre les mains des gens de la campagne mérite une attention particulière de la part d'un législateur. En les animant, on multiplie l'industrie, on multiplie les richesses, on multiplie les hommes,
et la société devient par conséquent capable de former de plus grandes entreprises. Si la circulation, au contraire, n'est pas libre dans toutes les provinces d'un État, la nature y répandra inutilement ses faveurs. Les denrées périront faute de consommation, on craindra l'abondance presque autant que la disette et on travaillera moins pour vendre plus cher. Il est aisé de voir combien de maux peuvent résulter de ce vice capital en réfléchissant à la relation intime que toutes les branches du commerce ont entre elles. Alors, je vais détailler, expliquer un petit peu cette citation. Tout d'abord, le commerce intérieur est le plus utile, comme l'écrit Mably. Et il repose sur le développement de l'agriculture. Mably, là, il est en parfaite adéquation avec les problématiques de son temps. Il y a eu Bois-Guilbert et Melon, pour ne citer que avant lui, et après, il y aura Quesnay et la physiocratie pour insister sur l'importance de l'agriculture. Dans cette citation, on voit également que Mably fait de la libre circulation des denrées agricoles à l'intérieur du royaume un élément essentiel du développement de l'agriculture. Il a conscience du phénomène des grains qui tombent en non-valeur faute de consommation. Lorsque les récoltes sont abondantes, les prix baissent et lorsqu'elles sont faibles, les prix augmentent. Donc, Mably insinue ici que les agriculteurs ne sont pas incités à produire davantage puisque lorsqu'ils produisent beaucoup, eh bien, les prix sont faibles. Voilà. Disette signifie cherté. Donc, c'est en ce sens que Mably nous dit qu'on travaillera moins pour vendre plus cher. Donc, pour développer l'agriculture, il faut inciter les producteurs à produire davantage. Et la solution envisagée ici est l'augmentation des débouchés, notamment en période d'abondance, pour éviter cette baisse de prix qui désincite les agriculteurs à investir dans leur culture, à produire davantage. Donc, la liberté du commerce entre les provinces du royaume est la meilleure solution pour Mably, en tout cas l'une des solutions pour développer l'agriculture. Il qualifie les prohibitions, les droits de douane, il faut entendre les droits de douane, aux échanges de vice capital. Donc, ce commerce intérieur est le plus utile. Il permet le développement de l'agriculture, la croissance démographique et donc l'accroissement des richesses du royaume. Sur la question du commerce extérieur, Mably établit une interdépendance entre commerce intérieur et commerce extérieur. Il dit que le commerce intérieur sert de base au commerce étranger. Il explique que le besoin lie toutes les nations entre elles. Voilà. Chaque nation a des richesses qui lui sont propres et qu'elle peut échanger, elles peuvent échanger ces marchandises pour se procurer les biens dont elles ont besoin. Mably donc, nous dit que la nation en faveur de qui la balance du commerce devrait pencher, c'est celle qui habite le climat le plus fertile. Donc, on a vraiment cette idée que le commerce repose sur les richesses du sol, l'agriculture, et que ce qui est produit nationalement doit pouvoir être exporté. Regardons ensemble la citation 7 et cette question des exportations. La voie la plus courte et la plus sûre d'augmenter le commerce d'un État, c'est de faire fleurir sa navigation. En vain fera-t-on des lois les plus sages pour encourager les manufactures et la culture des terres, s'il ne se trouve pas des commerçants toujours prêts à transporter chez les étrangers l'excédent des denrées et des marchandises. Une nation qui attend pour vendre qu'on vienne acheter chez elle doit souvent se trouver surchargée de denrées et par conséquent négliger un travail dont elle n'est pas récompensée. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que Mably souligne une fois encore la question des débouchés. Il faut pouvoir exporter le surplus de production
en transportant par voie maritime dans les pays voisins, dans les pays européens, nos marchandises. Et pour faire fleurir la navigation, il faut s'inspirer du Navigation Act anglais de 1660 et interdire les ports français aux vaisseaux étrangers. On retrouve des principes similaires lorsque Mably analyse le commerce avec les colonies. Il estime que le commerce fait avec l'Afrique est avantageux car on échange nos marchandises contre les leurs. Les colonies africaines sont donc un débouché pour la production domestique. En revanche, Mably va considérer le commerce avec les Indes comme ruineux, parce qu'on y achète leurs marchandises sans vendre les nôtres. C'est la citation numéro 8. Il naît deux maux considérables de ce commerce avec les colonies des Indes. Il en est deux maux considérables, l'un que nous nuisons au progrès de nos manufactures, l'autre que nous nous privons chaque année d'une grande partie de notre or et de notre argent qui s'accumulent dans les Indes sans jamais en refluer. Mably ajoute ici que les Européens auraient pu se passer des biens de luxe, des superfluités de l'Asie, mais l'or et l'argent des Amériques leur permettent de continuer à satisfaire leur luxe. Donc ici, on a la critique du luxe qui apparaît, qui renvoie là au républicanisme classique, mais cette critique, elle n'est pas encore, si je puis dire, morale. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le luxe qu'auront les mœurs. Voilà. C'est pas encore moral ici chez Mably. Il le fera plus tard, mais ici, il critique l'importation des biens de luxe parce qu'elle déprime l'activité des manufactures nationales. Donc, on est vraiment plutôt sur le champ, encore une fois, économique, commercial. Il critique l'importation des biens de luxe parce qu'elle déprime l'activité des manufactures nationales. Mably a conscience qu'il existe donc deux secteurs, l'agriculture, comme je vous l'ai dit précédemment, mais aussi l'industrie, les manufactures, et que s'il faut développer l'agriculture, il faut aussi protéger les manufactures. Leur activité est également importante. Il nous reste à aborder la cinquième branche du commerce que Mably évoque dans son droit public de l'Europe, celle avec les colonies américaines. Je viens d'en dire quelques mots. Les colonies américaines servent avant tout à fournir des métaux précieux à l'Europe. Mably se montre très méfiant à l'égard de la forme espagnole de colonisation et considère la recherche de gisements d'or et d'argent et la soumission totale de vastes territoires comme une erreur absolue. Les Espagnols auraient pu être prospères si, au lieu de vouloir posséder, nous dit Mably, le Mexique, le Pérou et le Chili, ils n'y eussent formé que des établissements qui leur auraient mis entre les mains tout le commerce de ces royaumes. Mably va également critiquer l'émigration des Espagnols vers ces colonies et nous dit que la cour de Madrid se rend compte de son erreur, que l'Espagne bien peuplée est un trésor beaucoup plus précieux que les mines du Pérou et du Chili. Donc, l'accumulation ici des métaux précieux n'est pas un pilier solide à la prospérité d'une nation, au commerce d'une nation. Donc, si je résume un petit peu ici, Mably encourage le développement de l'agriculture et des manufactures, notamment par la libre circulation à l'intérieur du royaume. La question des débouchés est centrale. Le commerce extérieur doit permettre d'écouler à l'étranger le surplus de nos marchandises. En revanche, Mably se montre hostile aux politiques de conquête de territoire, à l'accumulation de métaux précieux et au commerce de biens de luxe qui vient déprimer l'activité des manufactures domestiques. Si on suit le raisonnement de Johnson Kenwright, l'opinion de Mably concernant le commerce aurait changé
à partir des années 1750, en particulier dans les principes de négociation publiés en 1757 et la 3e édition de son droit public de l'Europe, celle de 1764. Alors, il est vrai que dans ses écrits, Mably dénonce clairement l'enrichissement par le commerce, l'accumulation de métaux précieux, la production et la consommation de produits de luxe qui il le dit, ont détruit la liberté politique et les vertus civiques. Donc, le langage du républicanisme classique est beaucoup plus présent à partir des années 1760 dans les œuvres de Mably. Cependant, il me semble que la critique de la société marchande est plus complexe que l'opposition commerce-vertu. Avec la citation numéro 3 que je vous ai présentée précédemment, je vous ai déjà indiqué que Mably a conscience des limites, des bornes qu'il faut mettre au commerce. Donc, il a à la fois conscience des avantages, mais aussi des limites à mettre au commerce. Par exemple, dans ces principes de négociation donc de 1757, le commerce est considéré comme un moyen pour un pays de multiplier ses richesses et, je cite, procure à l'État des revenus proportionnés à ses besoins ordinaires et des ressources abondantes pour les cas extraordinaires. Alors, ces cas extraordinaires sont bien évidemment les conflits armés, les guerres. Mably continue en réaffirmant que le commerce des agriculteurs mérite la principale attention. Cependant, il est conscient que le commerce extérieur peut apporter beaucoup d'argent au royaume et que l'accumulation des richesses par le commerce pose de nombreux problèmes. Je reprends ce que je viens de dire, il faut que le commerce procure à l'État des revenus proportionnés. Donc, l'accumulation d'or et d'argent par le commerce n'est pas souhaitable. L'accumulation illimitée n'est pas souhaitable. C'est ça que dénonce Mably. Regardons la citation 9. La balance du commerce est favorable à un État. Cela suffit-il pour le rendre puissant? Non, sans doute. C'est un médiocre avantage de gagner par son commerce plusieurs millions sur ses voisins si le gouvernement n'a pas l'art de les faire circuler dans tout le corps de la nation, de sorte qu'il porte la vie et l'abondance dans tous ses membres. Ces richesses tomberont dans les coffres d'un certain nombre de citoyens. S'ils sont avares, elles seront dans l'État comme si elles n'y étaient pas. S'ils sont prodigues, elles produiront le luxe. Donc, ce qui inquiète Mably est que les richesses, l'argent issu du commerce, ne bénéficient pas à l'ensemble de la population, mais à quelques citoyens qui vont consommer des biens de luxe en particulier. Et ici, encore, Mably va avancer un argument plutôt économique que moral pour condamner le luxe. C'est la citation suivante, la citation numéro 10. Le luxe, loin d'être favorable au commerce, est au contraire un symptôme de sa décadence prochaine. Une suite nécessaire du luxe, c'est de rendre la main-d'œuvre plus chère, et puisqu'il augmente le prix des marchandises, il doit donc nuire au progrès du commerce, dont tout l'art consiste à se procurer un plus grand débit en vendant à meilleur marché. Donc ici, Mably n'explique pas son argument, il renvoie simplement à Richard Cantillon et à l'essai sur la nature du commerce en général, qui est selon Mably le meilleur ouvrage sans difficulté qui ait été fait sur cette manière. En effet, on comprend très bien la référence. Richard Cantillon a très bien montré que l'accumulation de métaux précieux à l'intérieur d'un royaume génère une pression inflationniste sur l'ensemble des prix, donc des marchandises, mais également des salaires, ce qui fait que on ne va plus pouvoir vendre à l'étranger, les prix vont augmenter et donc ça va réduire nos ventes à l'étranger.
Donc, Mably va conclure ce chapitre 17 des principes de négociation en avançant que certains commerces doivent être favorisés, que d'autres doivent être protégés jusqu'à un certain point. Alors, bien évidemment, c'est l'agriculture qui doit être favorisée, tandis que l'activité des manufactures ne doit pas être exclusivement tournée vers la production de biens de luxe. Je vais prendre la citation 11. Que les principes du duc de Sully sur le commerce étaient préférables à ceux de M. Colbert. Que les terres d'un royaume soient mieux cultivées, qu'une sorte d'abondance règne dans le dernier ordre des citoyens, on ne l'apercevra pas, on ne daignera pas même y faire attention. Mais qu'une manufacture invente de nouvelles superfluités, on en étale les échantillons dans les palais, les ministres qui la protègent, sûrement loués comme un grand homme, et peut-être n'a-t-il fait à l'État qu'une nouvelle plaie. Donc, comme l'a déjà souligné John Chauvelin, la critique du luxe, ici de Mably, peut être considérée comme un élément d'une attaque plus large des stratégies colbertistes de développement économique qui, selon Mably, visent à accroître les recettes fiscales du monarque plutôt que la prospérité du peuple dans son ensemble. Dans la troisième édition du droit public de l'Europe, donc celle de 1764, là, le langage du républicanisme classique est vraiment très, très présent. La condamnation de l'enrichissement par le commerce est plus franche. À plusieurs reprises, Mably avance que les richesses génèrent tous les vices, qu'il faut encourager l'amour de la patrie et de la gloire plutôt que l'amour de l'argent. Donc cette nouvelle édition place incontestablement l'accent sur les problèmes que produisent l'accumulation de richesses, et le vocabulaire du républicanisme classique domine largement ce texte. C'est d'ailleurs ici que Mably qualifie de monstrueux le commerce et va jusqu'à avancer que le commerce étranger n'est nécessaire en aucun cas et qu'il est toujours pernicieux. Donc, si en disant ça, on a là vraiment l'impression, comme le dit lui-même Johnson Kenwright, qu'il y a vraiment une adhésion à partir donc de ce texte de 1764 de Mably au républicanisme vertu et de cette inscription dans l'opposition commerce versus contre vertu. Mais après avoir dit que le commerce étranger n'est nécessaire en aucun cas, quelques lignes plus loin dans cette édition, c'est la citation numéro 12, on va lire autre chose. Je cite « Le commerce étranger sera pernicieux pour la République quand elle exportera plus de marchandises de ses manufactures que de denrées de ses campagnes. Et la raison en est simple. Les produits de ce commerce se partageront entre un petit nombre d'hommes, introduiront brusquement le luxe dans les villes, on inventera de nouvelles fabriques et plus recherchées et bientôt l'État aura plus d'argent qu'il n'en doit avoir. En exportant les simples denrées de ces terres, les produits de ce commerce se partagent en quelque sorte entre autant de parties qu'il y a de citoyens et ne servent d'abord qu'à encourager les agriculteurs. À mesure que les terres se féconderont, les campagnes se peupleront et ces nouveaux citoyens qu'il faut doter et faire subsister empêcheront que l'État ne se livre au luxe trop promptement. » Alors, faut-il y voir une contradiction? C'est-à-dire que vraiment, à quelques lignes de différence, on a Mably qui nous dit qu'il y a une règle, c'est que le commerce étranger n'est nécessaire en aucun cas. Et quelques lignes plus loin, il va nous dire que le commerce étranger, on l'autorise si on exporte davantage de denrées agricoles que de produits en provenance de nos manufactures. Donc, une contradiction, mon sentiment est de dire que non. Là, dans cette édition de 1764, qui connaît de nombreuses modifications par rapport aux éditions de 1746 et 1748, Mably réaffirme la dépendance du commerce extérieur au commerce intérieur, l'importance de la navigation, le rôle clé
de l'agriculture. C'est la citation 13 que je vous ai mise parce qu'elle est vraiment similaire à celle qu'on a vue dans l'édition 1746. Comment le commerce extérieur sera-t-il florissant si le commerce intérieur languit? Donc là, on revoit cette interdépendance entre commerce intérieur et commerce extérieur. Comment peut-on espérer d'étendre le commerce en lui donnant des entraves? Donc là, est-ce qu'il ne fait pas référence à ce fameux vice capital des prohibitions des droits de douane? Si vous n'êtes pas toujours prêt à transporter vos denrées chez les étrangers, pourquoi n'en seriez-vous pas surchargé? Il faut pouvoir exporter le surplus de notre production à l'étranger. Pourquoi donc la culture de vos terres et de vos manufactures ne languirait-elle pas? Bon, alors, c'est vrai que Mably se montre de plus en plus méfiant au fil des années à l'égard du commerce extérieur et qu'il semble ici finalement autoriser qu'une seule forme, si je puis dire, de commerce extérieur, le commerce des biens agricoles. En tout cas, il est très, très méfiant à l'égard du commerce des biens de luxe, ce qui le conduit à établir un ordre de besoins et donc de production. La prospérité d'un État ne résulte que de son attention à se conformer aux vues de la nature, à considérer les besoins des hommes dans leur ordre naturel. Donc, cet ordre naturel des besoins, eh bien, il faut pourvoir aux besoins primaires, aux besoins de première nécessité des individus, donc se nourrir, se loger, en encourageant donc la production agricole et la production de petits objets manufacturés. Voilà. Il distingue clairement ici les objets manufacturés qui répondent à ce qu'il appelle un besoin simple et les objets manufacturés de luxe. Les produits manufacturés doivent conserver une certaine simplicité, je le cite, que les ouvrages de vos manufactures soient donc solides et non beaux. Plus ils dureront, moins la consommation pour chaque particulier en sera grande. Donc vraiment l'idée, c'est de décourager la production et donc la consommation de biens de luxe. Donc, on voit, je suis très très longue, on voit qu'au fil des années 1740, 1750, 1760, Mably affine, si je puis dire, sa position à l'égard du commerce qui doit être celui des denrées agricoles et d'un type bien précis de produits manufacturés, tout sauf les biens de luxe. La priorité, il me semble, est donnée au commerce domestique et le commerce étranger est analysé comme un débouché supplémentaire, principalement lorsqu'il y a surproduction. Donc, passons maintenant aux années 1770 et à l'exemple de la Pologne. Et demandons-nous si dans du gouvernement et des lois de la Pologne, les recommandations de Mably en termes de politique commerciale sont fidèles à sa pensée ou à contre-courant de sa pensée, comme le suggérait Johnson Kenwright. Alors, quelques mots rapides du contexte historique. Alors, je ne suis pas historienne, je reprends les grandes lignes de l'introduction de l'édition du texte de Mably par Marc Bélissa. En 1768, la Confédération de Bar, qui est une sorte d'alliance formée par des nobles polonais, cherche à s'opposer à l'ingérence russe renforcée par l'élection en 1764 de Stanislas Auguste Poniatowski, qui était considéré comme étant à la botte de Catherine II. Donc, Michael Wieruszki, un noble polonais, est envoyé en 1770 à Paris pour rallier l'opinion française à la cause des confédérés de Bar. Il sollicite Mably, le physiocrate Le Mercier de la Rivière et Rousseau, en leur fournissant un certain nombre de documents pour proposer des réformes pour la Pologne. Mably, le premier, termina donc la première partie du gouvernement et des lois de la Pologne en décembre 1770. Rousseau aurait lu le texte et acheva le sien en avril-juin 1771 et il s'oppose à Mably sur plusieurs points, notamment la question du liberum veto et de l'hérédité de la monarchie.
les éclaircissements, la deuxième partie du gouvernement et des lois de la Pologne de Mably, rédigée en 71, serait d'ailleurs une réponse aux critiques de Rousseau. Donc les textes de Mably et de Rousseau sont souvent comparés, évoqués ensemble, pour souligner tout d'abord leurs divergences. Par exemple, Jacques Lecuru considère que le projet de Mably est un projet de réforme constitutionnelle. Ce sont les mauvaises institutions qui sont responsables de l'anarchie polonaise, tandis que Rousseau ne proposerait pas de changement radical des institutions. Il fonde son projet de réforme sur l'éducation et le nationalisme. Marc Bélissa reconnaît les différences entre les deux textes, mais souligne aussi les points de convergence qui seraient plus nombreux. Selon lui, Mably et Rousseau défendent une conception républicaine de la démocratie par l'extension des droits civils à l'ensemble de la population. Même si leur approche diffère, les propositions de réforme des deux hommes sont très similaires. Sur les questions dites économiques, commerciales, Lecuru et Bélissa considèrent que les deux philosophes partagent des positions identiques. Mably et Rousseau sont opposés au luxe, au commerce et à l'accumulation des métaux précieux. Tandis que, comme je l'ai indiqué au tout début de ma présentation, Wright considère que les suggestions de Rousseau dans le domaine de la politique et de l'économie sont aussi éloignées qu'elles pourraient l'être des propositions de Mably. Rappelez-vous la citation numéro 2, pour Wright, Mably propose un programme de modernisation en promouvant l'industrie locale et le commerce extérieur, tandis que Rousseau plaide plutôt pour une sorte de désindustrialisation et une autarcie agricole. Donc, on voit que les points de vue divergent entre ceux qui vont rapprocher les positions Mably-Rousseau sur les questions économiques et celui, Wright, qui va les distinguer. Alors, mon propos n'est pas de me lancer dans une comparaison systématique des projets de Mably et de Rousseau. Mes connaissances sur Rousseau sont bien trop limitées. Je vais me contenter d'analyser la pensée de l'auteur que je pense connaître le mieux, à savoir Mably. Et je vais m'intéresser exclusivement aux 4 derniers chapitres du gouvernement et des lois de la Pologne, qui sont donc consacrés à l'analyse des différentes branches de l'administration, dans lesquelles il existe une étrange confusion, dit Mably. Il s'inquiète de l'état des finances, de la corruption et de la faible croissance démographique. Il se félicite de l'absence d'usines de luxe, mais il s'inquiète du sous-développement des manufactures qui doivent produire, je cite, les arts les plus grossiers et les plus nécessaires aux hommes. Il dénonce la pauvreté et l'insécurité dans les campagnes, le manque d'infrastructures et l'indifférence à l'égard des commodités les plus communes. L'une des premières missions de l'administration polonaise serait donc de construire des routes et de développer la navigation dans chaque province. Ces infrastructures sont destinées non seulement à faciliter les transports, mais aussi à développer le commerce. En effet, quelques lignes plus loin, on peut lire, c'est la citation 14, « Vous m'entendez quelquefois parler, monsieur le comte, avec une sorte de mépris de cette politique qui, ne comptant que sur l'argent, regarde le commerce étranger comme sa principale affaire. C'est sans doute un grand mal que cet esprit mercantile quand il s'empare d'une nation, car il détruit le germe de toutes les vertus. Mais il y a un excès opposé qui n'est peut-être pas moins dangereux, c'est de laisser périr entre ses mains la plupart de ses richesses et de ne savoir pas en profiter pour entretenir une honnête abondance dans la société. » Et cette citation, elle est très importante car elle caractérise, selon moi, toute la pensée de Mably à l'égard du commerce. Tout d'abord, elle rappelle que les activités commerciales corrompent les sociétés dès lors qu'elles sont entreprises dans le seul but d'augmenter la quantité d'or et d'argent disponible. L'opposition de Mably à la civilisation commerciale s'analyse donc comme une critique du système mercantiliste basé sur l'accumulation de métaux précieux.
Dans un second temps, cette citation rappelle que, selon Mably, le commerce est essentiel au développement économique d'une nation. Je suis désolée pour ma fille qui pleure. Il doit conduire à une honnête abondance et non à l'opulence, c'est-à-dire la production de denrées alimentaires et de biens manufacturés nécessaires. Or, bien que la Pologne ait de nombreuses terres agricoles, elle ne possède, je cite Mably, ni art, ni manufacture, ni ouvriers. Donc, Mably va proposer une série de mesures pour développer l'agriculture, l'industrie et le commerce en Pologne. Il met tout d'abord l'accent sur l'importance de la libre circulation des marchandises à l'intérieur du royaume. Aucun droit de douane ne doit être appliqué entre les provinces polonaises. Ensuite, il souhaite voir s'établir des manufactures qui sont nécessaires à la Pologne. L'industrie doit transformer les matières premières issues de la production agricole en objets nécessaires, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas produire des biens de luxe. Donc, on retrouve ici l'essence du programme de développement des activités commerciales que Mably défend depuis les années 1750. La citation 15 est assez révélatrice de cela. Le commerce est nécessaire à tous les peuples. Je le louerai lorsque sans faste et sans luxe, il sert des besoins simples et n'irrite pas nos passions. Le commerce, qui a besoin d'être encouragé pour parvenir jusqu'à un certain terme qui est louable, veut être arrêté dans ses progrès dès que, passant ce terme, il n'est propre qu'à relâcher les liens de la société par la corruption qu'il introduit dans les mœurs. Un jour viendra qu'il faudra vous prémunir contre cette politique funeste qui pense qu'on ne peut trop favoriser et étendre le commerce. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de le faire naître parmi vous. Donc, une fois de plus, Mably exprime sa conception du commerce qui est nécessaire à tous les peuples, mais qui doit être étroitement contrôlé car il s'accompagne d'une circulation monétaire qui, si elle est excessive, corrompt donc les individus et la société. Cependant, dans ce texte sur la Pologne, il n'aborde pas précisément la question des exportations et du commerce extérieur en général. Il se concentre sur les conditions de développement de l'agriculture et de l'industrie. Alors, je ne sais pas si je suis un peu trop longue, je peux peut-être avancer, dites-moi. J'ai pas de... Je continue. Donc, on comprend dès lors... Julie, il te reste un peu moins de 10 minutes. Et moi, c'est un peu moins de 10 minutes. Donc, je vais passer cet élément, cette comparaison avec Rousseau. On pourra revenir dessus et je vais regarder ce qui me pose problème, c'est-à-dire la refonte, la réforme de l'ordre social polonais qui est nécessaire selon Mably pour le développement de l'agriculture et de l'industrie. Donc, j'en arrive au dernier point de ma présentation. Donc, cette volonté de développer l'agriculture et l'industrie conduit Mably à s'interroger sur la société d'ordre polonaise elle-même. Elle est marquée par de fortes inégalités en termes de richesse, mais aussi en termes de droits civils. La noblesse polonaise jouit de nombreux privilèges, dont le monopole de la propriété foncière. Cependant, tous les nobles ne sont pas propriétaires terriens et pour être élu député, non, s'il faut être propriétaire. Les paysans sont attachés à la terre, ce qui les place sous le pouvoir discrétionnaire de la noblesse. Ils sont donc exclus du corps de la nation, tout comme les bourgeois et les juifs. Pourtant, selon Mably, la constitution d'un tiers-État est une condition nécessaire au développement économique. Alors là, j'en suis à la citation 18, j'ai passé plusieurs citations. Donc, citation 18, « Sans cette classe d'hommes précieux,
connue ailleurs sous le nom de bourgeoisie ou de tiers-État, jamais vous ne connaîtrez aucune industrie et vous manquerez même des arts les plus grossiers et les plus nécessaires. Ce n'est en effet que dans cette classe intermédiaire que se développe le génie qu'une fortune trop grande ou trop misérable étouffe dans les autres citoyens. Donc, le problème que soulève Mably ici est le suivant. Comment inciter ces individus à entreprendre de telles activités productives? Il faut, nous dit-il, les intéresser au sort de la nation, c'est-à-dire les faire participer à ces institutions. Dans cette perspective, il recommande d'intégrer la bourgeoisie à l'administration de la justice en participant notamment à la nomination des juges. Mais surtout, Mably insiste sur l'importance d'étendre le droit de propriété aux membres du tiers-État. Ça, c'est la citation 19. On démontrerait sans peine à la noblesse qui possède toutes les terres que sa fortune augmenterait considérablement s'il était permis aux bourgeois et aux juifs même d'avoir des possessions. De vastes terrains aujourd'hui inutiles à leurs possesseurs donneraient de nouvelles richesses à la République. La servitude frappe les hommes et les terres de stérilité, et la liberté, en multipliant vos habitants, donnerait un nouveau prix aux productions de la terre, ferait naître les arts dont vous avez besoin, et vous fournirait les forces nécessaires pour vous défendre contre vos ennemis et vous faire respecter. Donc, il me semble qu'il suggère ici que la propriété incite les individus à travailler. Et c'est cette position qui me pose un petit peu de difficulté, parce qu'il est bien connu que Mably fait de la propriété foncière l'origine de la multiplication des inégalités de richesse et de conditions dans la société. Il préfère la communauté des biens qu'il considère comme le seul vrai système naturel des sociétés politiques. Cependant, lors de sa controverse avec le physiocrate Lemercier de la Rivière, il reconnaît qu'une fois instauré, il n'est plus possible d'abolir la propriété des terres sans, je cite, causer de plus grands désordres que ceux qu'on voudrait éviter, mais dans ce texte, il rejette catégoriquement cette relation propriété-travail. C'est la citation 20. L'abondance, me direz-vous, est le fruit du travail et que le plaisir de la propriété peut seul donner le goût du travail. Vous oubliez sans doute que c'est la propriété qui a introduit l'oisiveté et la fainéantise dans le monde. Quoi, les campagnes seraient incultes si l'envie d'avoir, d'acquérir et de multiplier mes jouissances ne vient pas m'enlever à une paresse stupide. Donc là, il y a une certaine ambiguïté autour de la propriété foncière, ou plus du moins cette relation travail-propriété ici. Alors, ce qui est certain, c'est que dans Du gouvernement et des lois de la Pologne, Mably affirme qu'être propriétaire, c'est le meilleur moyen d'intéresser les individus au sort de la nation parce que, je cite, il est naturel qu'un possesseur de fonds prenne plus d'intérêt à la chose publique que celui qui ne possède rien en propre. Mably propose non seulement d'étendre le droit de propriété aux membres du tiers-État, mais aussi d'offrir des terres de la couronne aux étrangers qui s'installent en Pologne et qui font des établissements durables et qui enrichissent l'industrie. Donc, je vais rejoindre ici l'analyse de Marc Bélissa qui a souligné que la finalité du projet de Mably est l'extension des droits civils à l'ensemble de la population. Mably s'insurge contre le servage des paysans qu'il considère comme une violation des droits de la nature. Alors là, c'est la citation 21. La Pologne est punie de la faute qu'elle a fait de violer les droits de la nature. En ne traitant pas en hommes les paysans qui cultivent ces terres, elle ne jouit pas de leur force et peut-être doit-elle les regarder comme des ennemis. L'essai heureux que vous feriez dans ces provinces vous éclairerait sur l'intérieur de la République et en faisant des hommes libres, elle acquérerait des défenseurs. Donc, j'ai donc le sentiment que, même si ça me perturbe un peu, que la propriété foncière est un moyen d'accéder à la liberté. En tout cas, il me semble que Mably considère le couple liberté-propriété comme le fondement du développement économique en Pologne et accorder le droit de propriété à la bourgeoisie, aux tiers-États, la liberté aux paysans, leur permet d'avoir une raison d'entreprendre une activité productive ainsi que de défendre leur pays.
Plus encore, on peut supposer que Mably reconnaît implicitement la possibilité pour les membres du tiers-État de devenir acteurs à part entière des institutions parce qu'ils deviendraient propriétaires terriens et que pour être, je vous le rappelle, élu député dans le système polonais, il faut être propriétaire. Bon, alors je me retrouve à nouveau devant une difficulté car j'ai le sentiment ici que Mably ne considère pas finalement la liberté individuelle et collective comme directement opposées, mais ici plutôt comme complémentaires. Les individus doivent s'intéresser au destin de la nation en participant à son gouvernement, mais pour ce faire, pour atteindre cette liberté collective, il faut pouvoir jouir de droits individuels, dont le droit de propriété, donc de jouir d'une liberté individuelle. Donc pour conclure, Mably s'inscrit parfaitement dans le mouvement de pensée qui fait de l'agriculture le fondement de l'activité économique. Pour assurer le développement du secteur agricole, il faut permettre la libre circulation des marchandises à l'intérieur du royaume et encourager le commerce extérieur, mais principalement des biens agricoles, car il offre des débouchés supplémentaires à la production nationale. Mably promeut également le commerce et l'industrie des biens utiles, en s'opposant farouchement à la production et à la consommation de biens de luxe. Le projet de développement économique pour la Pologne semble donc être une tentative de passer de la théorie à la pratique, si je puis dire. Mably reste fidèle à sa pensée en concluant que le commerce est nécessaire à tous les peuples qui ne sont pas sauvages et qui veulent sortir de leur barbarie, et qui le louent lorsque sans faste et sans luxe, il sert des besoins simples et n'irrite pas les passions. Donc, dans son projet de réforme pour la Pologne, on retrouve cette condamnation de la consommation de produits de luxe par la noblesse, le recours à des lois somptuaires également, éléments qui ne sont pas surprenants pour un penseur dit républicain classique comme Mably. Cependant, ses recommandations en matière de politique commerciale pour la Pologne montrent qu'il est parfaitement conscient des avantages et des limites du commerce. Par contre, ce qui semble aller à l'encontre de sa propre pensée, c'est l'importance qu'il accorde au droit de propriété. Dans son projet de réforme, il va jusqu'à suggérer, comme je viens de vous le dire, que la propriété foncière encourage le travail. Alors, commerce, industrie, propriété sont des éléments qui, selon la définition de Baker, caractérisent le républicanisme moderne, cette fois-ci, et non le républicanisme classique. Bon, cependant, la question de la participation politique reste un point essentiel pour Mably. À plusieurs reprises, il insiste sur l'importance d'intéresser tous les membres de la société polonaise au sort de la nation. La participation des citoyens à l'exercice du pouvoir est un élément cette fois central du républicanisme classique. Donc, le projet économique et social de Mably pour la Pologne permet-il d'identifier une troisième voie où liberté collective et liberté individuelle seraient complémentaires? Faut-il considérer que la réforme de l'ordre social polonais vise à protéger les membres du tiers-État du pouvoir arbitraire de la noblesse? Cette question n'est pas sans rappeler celle de la liberté comme absence de domination de petite, celle-ci étant entendue comme le fait qu'une personne dispose d'un contrôle arbitraire ou un contrôlé sur le choix d'un autre. Bon, j'ai bien conscience de terminer avec davantage de questions que de réponses. Je m'en excuse, mais cela est assez révélateur du stade de mes recherches. Voilà, si je suis plutôt dans l'ensemble convaincue de la cohérence de Mably lorsqu'il aborde les questions agricoles et commerciales, je le suis un petit peu moins lorsqu'il tente à articuler, on va dire, liberté et propriété. Voilà. Vas-y. Merci déjà Julie pour cette présentation, nous livrer un peu l'état de ton travail. Rappeler également que tu es économiste, donc tu rentres avec une culture scientifique qui n'est pas forcément la nôtre, et nous on reçoit ta culture scientifique avec laquelle on est un peu face à des réflexes ou à des approches qui jouent en étrangeté. C'est intéressant
ce type de va-et-vient. Ma remarque, mais je vais pas poser de question, simplement faire une remarque que il me semble que la grande partition qui t'empêche en fait de lire Mably ou de lui donner une cohérence, c'est en fait ce qu'on appelle le récit standard. Dire les standards de description, le modèle standard, tel qu'on le nomme en économie, qui enferme en fait les systèmes économiques dans des ensembles qui ne correspondent pas véritablement à ceux qui sont formulés ou construits par les acteurs eux-mêmes, mais qui ont été construits après coup, a posteriori, par un certain nombre de savants qui sont là finalement pour donner du sens aux actions et non pas pour essayer de trouver dans ces actions même le sens qu'elles génèrent et qu'elles constituent. Donc il me semble que et ton travail le montre, il me semble que le gros problème, c'est de penser à partir des catégories qui sont celles de Pocock ou celles de Becker, hein, et de se demander si véritablement il y a, comme tu le dis à certains moments, tu parles de frontières parfois poreuses ou qui ne sont pas affirmées entre entre le républicanisme classique et le républicanisme moderne, mais on peut se demander mais en quoi ces catégories de républicanisme classique et de républicanisme moderne sont pertinentes. On s'aperçoit plutôt qu'elles sont des obstacles à la pensée. Donc ton travail montre que Mably, du moins quand on met à l'épreuve de textes du XVIIIe siècle ces catégories, nous on l'a fait pour Paine, pour Robespierre ou pour d'autres, ça ne marche pas. Donc je pense qu'il faut, comme tu le fais toi, repartir des catégories de Mably, repartir de la manière dont Mably pense la propriété, par exemple, pense le rapport entre propriété et liberté, pense la fonction du commerce en évitant d'essayer de le mettre dans ces boîtes. Parce que ces boîtes, finalement, ne sont pas du tout efficaces. Nous, on a le même problème avec la Révolution française, on a essayé de l'enfermer dans soit le libéralisme, soit l'étatisation. Alors évidemment, si on pense à partir de ça, on ne comprend absolument rien à la pensée, à la pratique politique, à la pratique économique de la montagne, puisque Robespierre n'est pas contre la propriété. Et que par ailleurs, Robespierre est hostile à ce qu'on pourrait appeler une étatisation. Donc on le place où on le place du côté des libéraux alors, mais par ailleurs, il a une politique qui amène à contrôler la propriété, qui amène à contrôler le commerce, ce qui a fait que pendant très longtemps, pendant presque un siècle, on l'a placé dans les mauvaises boîtes. Et le travail que tu fais, toi, en tant qu'économiste, me semble-t-il, autour de Mably, permet de revenir sur ces catégories historiographiques, mais aussi de réinterroger les catégories des économistes. Voilà, c'était un commentaire un peu long, mais qui me semble important, parce que je trouve que ça guide ton travail et ça ouvre aux questions que nous-mêmes on se pose en tant qu'historiens. Julie ? Oui, merci beaucoup pour ce commentaire. Effectivement, on a bien senti que c'est vrai que je me débat, hein, je vais être honnête, je vais utiliser ce terme avec les catégories de l'école de Cambridge. Et effectivement, c'est vrai que je m'y raccroche peut-être un peu trop, surtout que voilà, je suis amenée à m'intéresser à ce couple liberté et propriété, et j'aborde des choses qui sont toutes nouvelles pour moi, alors moins pour vous, parce que j'ai lu certains de vos articles sur, outre le langage commerce-vertu, il y a aussi la question vertu contre droit naturel, et ça, ce sont des choses qui vous sont peut-être beaucoup plus familiers que moi, et je me retrouve confrontée au même problème. Voilà, quand je reste dans ces catégories, effectivement, là, je suis de nouveau coincée, parce que Mably emploie aussi un peu ce langage du droit naturel, avec certes les références à Locke qui sont nombreuses, mais qui posent sur cette question de la propriété, encore une fois, des problèmes, parce que, alors effectivement, s'il y a une définition assez similaire de la liberté entre Mably et Locke, on ne peut pas dire qu'ils partagent la même position lorsqu'il est question de la propriété
des inégalités matérielles. Voilà, je m'interroge aussi beaucoup sur les influences du droit naturel, en essayant cette fois de m'éloigner un petit peu plus je pense qu'il faut s'éloigner un petit peu plus de Locke pour essayer de résoudre ce que je vous ai exposé ici, le conflit que j'identifie entre liberté et propriété chez Mably. Et là, il faut vraiment que je reprenne l'ensemble des textes. Et il y en a un paquet, comme je l'ai fait en fait finalement avec les thématiques autour du commerce. Vraiment, je suis partie du texte de 1740 jusqu'à je suis même en train de regarder celui de 1784 sur le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour vraiment identifier vraiment toute sa vision du commerce. Et je suis en train de faire la même chose avec les influences du droit naturel, en me disant oui, effectivement, Locke, mais sur la propriété, pas trop. Il reprend par exemple la métaphore de l'enfant robuste de Hobbes. Il reprend un petit peu la sociabilité naturelle d'un Pufendorf. Donc voilà, j'en suis là aussi de l'autre côté, si vous voulez, du langage républicain classique, républicain moderne, sur la partie droit naturel. Mais c'est effectivement je m'éloigne. Non, tu ne t'éloignes pas, c'est effectivement la même question. C'est le problème de l'histoire des idées, tu vois, avec ses visions rétrospectives et ses besoins de filiation il me semble que la bonne question, c'est la question qu'on se pose quand c'est posé avec Mably, c'est Mably s'estime être un Lockeien conséquent. Alors, ça ne marche pas peut-être avec nos représentations de Locke ou la lecture qu'on va faire rétrospective de Locke, mais la bonne question, c'est pas est-ce qu'il est dans le texte, la lettre de Locke, c'est pourquoi s'estime-t-il être un Lockeien conséquent. Donc, c'est repartir de sa propre argumentation et sa propre lecture de Locke, sa réception de Locke, en fait, qui va nous permettre d'avancer. Et pas de rechercher péniblement dans Locke des choses qu'il n'aurait pas vues ou qui ne ressembleraient pas à. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est une approche qui part de notre lecture à nous et qui pose un problème en termes de compréhension, en fait, des textes que l'on a dès qu'on les traite de manière historique. C'est-à-dire que c'était une manière de faire de l'histoire des idées qui est maintenant plutôt datée, qui a été largement réinterrogée par l'école de Cambridge elle-même, d'ailleurs par Skinner et par d'autres, en essayant de contextualiser en fait ces textes. Et ce qu'on fait nous ici dans le séminaire, c'est qu'on essaie de dépasser cette contextualisation qui n'est pas simplement liée à la matière, on va dire, textuelle des auteurs, mais aller au-delà dans les enjeux politiques du moment, les enjeux économiques, les enjeux plus liés aux sociétés de l'époque. Donc là, dès que tu es dans la réception, quelle réception à l'auteur, et tu essaies de rentrer dans sa logique propre et de mettre de côté, même si c'est pas facile en fait, ce qui est toute la glose en fait qu'il y a derrière, t'avances. Après, tu peux réinterroger la glose. Après, tu peux poser des questions à ces lectures que l'on a fabriquées au XXe siècle de Locke, etc. Mais là, il me semble que en ce moment, en fait, pour sortir de ces impasses, on a vraiment besoin de travailler sur le 18e, sur Mably, je trouve d'autres auteurs, parce que ça dynamite complètement, en fait, nos manières de voir. Voilà, j'étais un peu long, excuse-moi. Je vais me donner la parole, si vous permettez. Moi, je voudrais faire quelques remarques sur l'intervention de Julie. Première remarque, la question du droit de propriété et la liberté, du travail et de la propriété. Toi, tu vois une espèce de nœud ici entre droit de propriété et liberté. La tradition républicaine n'en fait pas un nœud, puisque la liberté est un droit naturel et tout dépend de quel droit de propriété on parle et de quelle propriété on parle. Parce que la propriété au XVIIIe siècle, c'est pas la propriété actuelle. Il y a plusieurs types de propriétés. Et par ailleurs, Locke et Mably parlent pas forcément de la même propriété, ou en tout cas pas du droit de propriété des biens tel qu'il existe depuis le Code civil. Parce que, notamment Locke, parle de l'idée générale de propriété. N'oublions pas que, comme disait Madison, et là je vais revenir un petit peu à mon dada américain, la propriété des droits, c'est aussi le droit à la propriété. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme Madison ou quelqu'un comme Jefferson,
Le droit de propriété et la liberté, ce sont des droits réciproques. À partir du moment où ils sont réciproques et non pas absolus, ces droits ne remettent pas en cause la res publica. Mably ne défend pas un droit de propriété absolu. Il défend un droit de propriété borné par les droits des autres. Et donc, à partir du moment où le droit de propriété n'est pas un droit de propriété absolu, comme chez les physiocrates d'ailleurs, la prétendue opposition entre droit de propriété et liberté n'existe plus. Donc, de ce point de vue-là, le nœud que tu évoques n'est valable que si on prend le terme droit de propriété qu'au sens des physiocrates, pas si on le prend au sens locquien ou au sens de Mably. Donc ça, c'est la première remarque. Par ailleurs, en annexe à cette remarque, je pense qu'on peut pas dire que, on peut le dire, mais je pense que dit comme ça, c'est pas assez clair. On peut pas dire que Mably est un partisan de la communauté des biens. C'est-à-dire, d'ailleurs, tu l'as remarqué toi-même. Évidemment, il ne propose pas la communauté des biens. Son analyse de la question de la communauté des biens est une analyse qui lui permet de critiquer le droit de propriété illimité, précisément. Mais il ne réclame pas, c'est pas un programme, l'idée de propriété des biens. En fait, c'est une catégorie qu'il utilise. Et par ailleurs, il faut rappeler quand même aussi qu'à l'époque qui nous occupe, il existe une propriété commune, encore. Les communaux, etc., sont des biens. La propriété n'est pas encore la propriété exclusive du XIXe siècle. Il existe encore une propriété commune au XVIIIe siècle. Deuxième remarque, et là encore, c'est mon petit dada, le lien établi entre propriété, liberté, travail, on le retrouve chez les Américains que j'ai étudiés il n'y a pas longtemps. Et ceux qui ont entendu ma présentation sur la question de l'économie politique aristocratique, l'économie politique républicaine chez Jefferson et les républicains, ont peut-être retrouvé dans ta présentation des éléments de débat. Alors, je ne dis pas que Jefferson et Mably, c'est pareil. Je dis simplement que chez Jefferson ou chez les Madison ou chez les républicains américains, on retrouve les mêmes questions. Et parce que le programme économique de Jefferson, c'est précisément le développement des marchés extérieurs pour les produits agricoles, etc. Donc, je pense que ça pourrait t'intéresser si tu n'as jamais vu ces choses-là. Je pense que ce que j'ai raconté dans mes 2 interventions de cette année, qui sont en ligne, ça devrait t'intéresser. Parce que on retrouve exactement les mêmes éléments que ceux que tu as donnés. Enfin, troisième et dernière remarque, le débat autour de la question du tiers-État sur la Pologne, c'est un débat à l'intérieur d'un débat. C'est-à-dire qu'en fait, alors je ne sais pas si tu connais ça, mais il y a un grand débat au XVIIIe siècle, à partir des années 1750, autour du concept de civilisation. Et ce concept de civilisation, on le voit apparaître un petit peu chez les physiocrates et chez un certain nombre d'autres auteurs. Et ce débat, au point de départ, il est appliqué à la Russie. Et en Russie, on a le même problème qu'en Pologne, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tiers-État. Alors, je ne peux pas développer parce que ce serait trop long, mais là encore, je me permets de faire un peu d'autopub. Si tu ne connais pas, j'ai écrit ça. Ça s'appelle La Russie mise en lumière, toujours aux éditions Quimet. Et le sous-titre, c'est Représentations et débats autour de la Russie dans la France du XVIIIe siècle. Et tu pourras retrouver tout un débat autour de la création du tiers-État en Russie et autour du concept de civilisation. Alors, je pense que ça pourra t'intéresser aussi, parce qu'il y a évidemment des relations très fortes avec ce débat autour de la Pologne. Parce que chronologiquement, ce débat sur la civilisation de la Russie se place juste avant le débat autour de la Pologne, Rousseau, Mably, Wierzchowski. Voilà. Donc là aussi, tu auras des éléments, je pense, qui t'amèneront à te poser cette question du tiers-État autrement. Parce que la société polonaise, elle est quand même très particulière. Hein, c'est une société où tu as des serfs. Enfin, plus exactement, non. La société polonaise, d'ailleurs, c'est que la noblesse. Puisque sont polonais les nobles. Les autres ne sont pas polonais. Les autres, c'est des serfs, ou des juifs, ou des bourgeois. Mais ils ne sont pas polonais. Un Rzeczpospolita Polska, la République des Polonais, c'est la République des nobles. En dehors d'eux, il n'y a pas de République.
Donc, le fait de créer un tiers-État, c'est aussi l'idée de mettre la création d'un tiers-État au programme, des réformes en Pologne, c'est aussi pour Mably l'idée qu'on va créer non pas une bourgeoisie au sens marxiste du terme, mais qu'on va créer une classe de gens libres. De gens libres, parce que précisément, ils ne le sont pas libres. Donc, tu vois, la question de la propriété et de la liberté, ici, elle est aussi directement liée à cette histoire du tiers-État. Voilà. Je me tais. Je te remercie pour ces remarques. Alors la première, voilà, effectivement, là, il faut que j'aille creuser ces relations liberté, propriété, travail, liberté, propriété. Et je te remercie pour ces références au républicanisme américain. Si je puis, oui, voilà. Bon, bref, je réfléchis tout encore. Voilà, vous voyez bien que c'est des relations qui me sont encore un peu familière, on va dire. Sur la communauté des biens, oui, bien sûr, hein, j'adhère complètement avec ton commentaire. À aucun moment dans l'ensemble de ses écrits, il va demander à ce qu'on réinstaure la communauté des biens. Il dit à plusieurs reprises qu'une fois que la propriété foncière est instaurée, il faut la respecter, la considérer comme une loi sacrée. Peut-être que cet idéal aussi de communauté des biens, finalement, est aussi, outre le fait de lui permettre de critiquer la propriété, comme tu l'as dit, est également aussi un moyen de mettre l'accent sur ce qui est, selon moi, le véritable combat de Mably, que sont le creusement des inégalités, que ce soit les inégalités de fortune et les égalités de conditions. Hein. Et ça, c'est assez évident dans l'œuvre de Mably. Hein. C'est la question d'égalité, mais plutôt la question des inégalités, en fait qui le préoccupe et qui d'ailleurs gouverne notamment sa critique de la physiocratie. Et sur la troisième remarque, merci encore une fois de la référence, parce qu'effectivement, ce terme de tiers-État qu'utilise Mably dans du gouvernement de la Pologne, à plusieurs reprises, je me suis dit, mais comme il emploie un petit peu indifféremment, j'ai envie de dire, le terme de tiers-État bourgeois, juif, paysan, au début, je me disais, mais au final, est-ce que les paysans, eux, ont juste le droit à la liberté et pas à la propriété des terres, et la propriété des terres serait peut-être uniquement pour les bourgeois. Voilà, donc effectivement, là, il y a effectivement encore un point à creuser, et je suis sûre que voilà, ton bouquin sur la Russie mise en lumière, j'ai bien noté, me sera d'une grande utilité. Merci pour cette présentation très intéressante. Toutes mes excuses d'être arrivé en retard. J'arrive directement de faire cours à Nanterre à 45 minutes chez moi. De toute façon, je voulais juste souligner un point que j'ai remarqué chez les différents penseurs républicains, qu'il y a une différence, il me semble, fondamentale entre ceux pour qui les droits de citoyens dérivent de la propriété, et notamment de la propriété foncière, et ceux pour qui, au contraire, les droits à la citoyenneté devraient dériver du droit naturel inhérent à tous les hommes, et qu'en fonction de ces droits, chacun devrait avoir droit à la propriété, et que cette distribution de la propriété pas trop inégalitaire serve aussi de sauvegarde pour la liberté de la République, encore une fois, liberté collective et individuelle. Et je pense que Mably, il est plutôt dans cette optique-là, surtout d'après votre exposé. Et donc, je pense qu'il est plutôt important de faire cette distinction et de voir, selon les penseurs, qui est plutôt dans la première optique et qui est plutôt dans la seconde. Donc, ça, c'est ma première remarque. Et puis ensuite, je serais quand même intéressée
par cette partie que tu as dû louper sur la comparaison un peu entre Mably et Rousseau vis-à-vis des institutions de la Pologne. Donc, si vous pouviez revenir un peu sur ça, je serais intéressée de l'entendre. Oui, alors, je suis d'accord avec vous. Effectivement, cette distinction, elle est intéressante. Merci de la mettre en avant. Et je suis d'accord au sens où, effectivement, Mably s'inscrirait plutôt dans la deuxième, dans la deuxième ligne que vous avez décrite. Et je voudrais juste ajouter quelque chose. Cette idée, effectivement, de répartir la propriété peut-être de façon plus ou moins égalitaire pose alors il ne va pas dire Mably qu'il faut répartir de façon égalitaire la propriété, mais ce qu'il va nous dire, c'est que le problème, ce sont les inégalités naturelles de force et de talent des individus. Et ça, il y insiste dessus. Et il va dire que, et il me semble que c'est des droits et des devoirs du citoyen, un texte que les historiens connaissent bien mieux que moi, je pense d'ailleurs. Et il me semble que c'est dans ce texte-là où il va expliquer qu'en fait, du fait qu'il y ait des inégalités de force et de talent, même si on répartit de façon plus ou moins égalitaire les terres, et certaines terres seront mieux cultivées dans certaines mains que dans d'autres. Et au bout il me semble que c'est la 3e génération, on se retrouvera avec des inégalités générées même par un partage initialement égalitaire de la propriété foncière. Donc il a quand même un petit bémol à faire, il porte un bémol là-dessus sur ce point-là. Quant à la partie sur Rousseau, alors je n'allais pas m'engager dans une comparaison des institutions entre Mably et Rousseau. Je voulais vraiment juste en fait faire la remarque que les pensées sont assez proches, parce que Rousseau va également nous dire qu'il faut favoriser en Pologne l'agriculture, il faut favoriser les arts utiles, établir des manufactures de première nécessité. Il faut exporter les blés, qui seront une source de revenus suffisante pour la Pologne. Mais en fait, ce que je voulais souligner, c'est que chez Rousseau, surtout, encourager l'agriculture, c'est une analyse qu'on retrouve dans un article de Frieden de 98. Son objectif, c'est l'indépendance nationale et garantir la subsistance du peuple. Alors, la subsistance du peuple, je ne vais pas en parler parce que on sait tous que Mably critique la politique de libéralisation des grains de surgos, que la question de la subsistance est très importante. Florence Gauthier l'a très bien décrit dans un article de 88. Mais ce qui m'intéressait, en fait, c'est la question de l'indépendance nationale pour renvoyer à la question des relations extérieures, du commerce extérieur, en fait. Et le texte de Rousseau, sur cette question-là, il est très, très clair. Il faut limiter toutes les relations avec l'extérieur. Et c'est cette position, il me semble, qui a conduit Wright à qualifier le projet de Rousseau pour la Pologne d'autarcie agricole. Voilà. Mais Mably, lui, il n'est pas aussi méfiant que Rousseau envers les pays étrangers. Cette divergence, elle n'était pas nouvelle. On sait que Mably et Rousseau, ils se sont brouillés à l'occasion des lettres écrites de la montagne, dans laquelle Rousseau avance l'idée selon laquelle le patriotisme et l'humanité sont deux vertus incompatibles. Voilà. Et cet esprit patriotique conduirait Rousseau, alors là je parle vraiment avec des pincettes, parce qu'encore une fois, Rousseau je ne connais pas non plus très très bien, mais conduirait à regarder comme étranger, voire comme ennemi, ennemi tout individu, tout citoyen qui n'appartient pas à la communauté. Et Mably, lui, c'est l'inverse. Il va subordonner l'amour de la patrie à l'amour de l'humanité. C'est une idée qu'on trouve en 63 dans... les entretiens de Phocion, pardon. Donc, où il montrait
que l'amour de la patrie, lorsqu'il n'est pas guidé par l'amour de l'humanité, conduit nécessairement à des conflits, à des guerres, à des haines, à des rivalités, et que pour Mably, aimer sa patrie, c'est avant tout respecter les droits des étrangers afin de se protéger en fait de leur esprit de vengeance, des conflits, voilà. Et donc, dans du gouvernement des lois de la Pologne, on n'a pas cette idée qui est très forte chez Rousseau d'une indépendance économique vis-à-vis des pays étrangers. Voilà, par exemple, Rousseau, lui, alors je reprends mes citations, il affirme qu'une nation doit être autosuffisante. Il nous dit « Ne pensez pas trop aux pays étrangers, ne vous préoccupez pas trop du commerce ». On n'a pas du tout ce genre d'argument chez Mably. Hein. Je pense qu'il reste fidèle à l'idée que les relations, qu'elles soient politiques ou commerciales, avec les pays étrangers permettent de garantir la paix, en fait. Voilà, je suis un peu longue là-dessus, mais c'était vraiment ça, cette idée sur laquelle je voulais insister un petit peu sur. Avant de passer la parole à Edern, juste une remarque. Il y a un truc aussi dont il faut tenir compte, c'est que Mably et Rousseau écrivent pas au même moment. C'est-à-dire que quand Mably écrit ces trucs sur la Pologne, enfin en tout cas son premier texte, les Polonais n'ont pas encore été battus, n'ont pas encore perdu. Alors que quand Rousseau écrit, ils ont été battus. Et les deux textes n'ont pas tout à fait le même objectif. Le premier texte, effectivement, c'est un texte de combat dans la perspective d'une victoire. Le deuxième texte, c'est un texte qui entend préserver ce qu'on appellerait une identité nationale ou un sentiment national, malgré la défaite. C'est-à-dire que les deux textes n'ont pas le même objectif. Ce que veut Rousseau, fondamentalement, c'est faire en sorte que les Polonais restent des Polonais. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas absorbés par les puissances qui sont en train de les diviser, et notamment par la Russie. Et donc, en fait, faire des comparaisons entre les deux textes, sans tenir compte du fait que les deux textes n'ont pas le même objectif, c'est un peu problématique. Parce que, évidemment, Rousseau considère que pour faire, dans le débat entre police et cosmopolis, Rousseau considère qu'il faut d'abord établir la police, c'est-à-dire qu'il faut faire un citoyen. C'est le citoyen qui fait l'homme, alors que Mably considère que c'est l'homme qui fait le citoyen. Pour dire vite, hein, c'est la question de la priorité. C'est la critique du cosmopolitisme chez Rousseau. Bon, j'en ai parlé il y a longtemps. Tout ça est assez clair. Donc, il faut bien retenir le fait que ces deux textes n'ont pas tout à fait, ont pas le même objectif, fondamentalement. Je passe la parole à Edern, je crois, hein, qui l'avait demandé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, moi, j'ai lu un peu votre thèse parce que je travaille sur des sujets un petit peu proches, en fait. Et moi, ce que je trouve vraiment très intéressant pour essayer d'éclairer un peu cette idée de rapport de Mably au commerce, c'est évidemment la question que vous connaissez, c'est le rapport à Condillac. Et en fait, on retrouve les mêmes problématiques, il me semble, entre les deux frères, parce que Condillac et Mably sont frères. Moi, quand je travaille un peu sur ces questions, je travaille en plus en histoire du droit, donc je suis assez loin de l'économie. Mais il y a une chose qui me frappe quand même chez Mably et aussi chez Condillac, mais c'est un petit peu moins le cas, c'est qu'ils ont toujours le souci de traiter l'économie d'abord en républicain. Et ils ont la peur, ça vient du débat avec les économistes aussi, les physiographes, de faire de l'économie une branche principale du gouvernement. L'économie doit toujours être au service de la République, etc., etc. Et je pense qu'on peut pas comprendre en fait le rapport de Mably et de Condillac au commerce si on les situe pas d'abord comme des républicains. Donc c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Yannick. Faire éclater les catégories de Cambridge, je pense que c'est une bonne chose pour accéder à la pensée Condillac-Mably. Et alors pour prolonger un peu ma remarque. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes assez d'accord avec ça, mais que Mably s'est en fait toujours refusé à écrire un traité sur le commerce ou sur l'économie, contrairement à Condillac qui l'a fait lui, et en fait qui s'est retrouvé quasiment piégé. Et j'ai le sentiment parfois en lisant Mably que Mably reproche à son frère d'être tombé dans cet abus de consacrer un traité spécifique au gouvernement. Et d'ailleurs, il a quelque part un peu raison, parce que Condillac est resté dans l'historiographie comme quasiment un physiocrate ou comme
un précurseur du libéralisme ou même du néolibéralisme, etc. Et voilà, donc moi, c'est des questions qui me préoccupent. Est-ce que c'est pas dangereux, en fait, d'aborder Mably par le biais de l'économie? C'est un petit peu le sens de ma question. Mais je comprends très bien votre remarque. Alors, c'est vrai que là, je vous ai vraiment présenté uniquement l'aspect économique de Mably, je vous l'accorde, et c'est peut-être cette présentation qui vous donne ce sentiment-là, alors qu'effectivement, on est au XVIIIe siècle, on est au début d'un mouvement où l'économie tente à devenir une science autonome, avec bien sûr les physiocrates, et puis après on a tout le mouvement des classiques qui s'enchaînent derrière, Smith, Ricardo, où on veut penser l'économie indépendamment de la morale et de la politique. Ça, c'est quelque chose que Mably dit très clairement, et c'est l'un des reproches d'ailleurs qu'il fait aux physiocrates dans ses doutes proposés aux philosophes économistes. Il le dit très clairement, il distingue très clairement, on ne peut pas penser l'économie sans le politique, pardon. Il ne veut absolument pas déconnecter l'économie du politique, et là je suis d'accord avec vous, pour vraiment comprendre si on peut parler de pensée économique. Honnêtement, je ne crois pas qu'on puisse parler de pensée économique chez Mably, mais si on veut vraiment comprendre, rendre compte d'un système cohérent, voilà, systémique de Mably, il faut effectivement ne pas négliger sa théorie des passions, parce que le commerce du luxe conduit à l'enrichissement, les passions s'emportent, etc., corruption des mœurs. Donc, on a vraiment une théorie, une réflexion sur les passions chez Mably. Si vous connaissez bien Condillac, en reprenant de nombreuses fois le sensualisme, la philosophie, comme il dit, de mon frère Condillac. On ne peut pas non plus oublier que ce qui préoccupe énormément Mably, c'est le gouvernement mixte. C'est cette question de la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, la balance des pouvoirs. Il faut réconcilier la société d'ordre, les individus qui ont, du fait de la propriété foncière, des intérêts divergents. Il faut les assembler pour débattre et pour faire émerger un bien commun. Moi, je pense que toutes ces questions-là, finalement, c'est celle-ci qui préoccupe Mably, et contrairement à vous, du coup, je me suis jamais étonnée de ne pas voir Mably rédiger un traité sur le commerce, sachant qu'il ne pense pas l'économie sans penser la politique et la morale, en fait. Je ne sais pas si j'ai été très claire sur ce point-là. Et il le dit très bien, il refuse, et voilà, il s'inscrit pas dans ce début d'autonomisation, si je puis dire, de l'économie par rapport aux politiques. Mais il y a un article, je pourrais vous donner la référence, peut-être que vous connaissez, de Gilbert Faccarello et de Philippe Steiner, voilà, qui parlent de ça, de ce qu'ils ont appelé la philosophie économique, ou comment finalement l'économie devient une science autonome à partir du milieu du XVIIIe siècle. Une chose, moi, que je trouve très difficile dans le travail de comparaison Condillac-Mably, et que vous avez un petit peu traité dans votre thèse d'ailleurs, c'est en fait que vous savez que Condillac, il a écrit le cours d'études, où il y a toute sa pensée républicaine, où il reprend en fait le régime mixte, etc. Il écrit en très grande partie son cours d'études à partir des observations sur l'histoire de France de Mably. Il y a vraiment une espèce de républicanisme commun entre les deux frères. Vraiment, il y a une très grande cohérence, à mon avis. Mais en 1775, au moment de la guerre des Farines, ce qui est étonnant, c'est qu'ils prennent des positions complètement divergentes. Condillac va soutenir les réformes de Turgot jusqu'au bout, en fait, quitte à tolérer la spéculation sur le grain, les famines factices, etc., etc. Mais alors que Mably, lui, au contraire, va
plutôt renouer avec la police des grains, quitte à renoncer au principe de la liberté économique. Et moi, c'est un point qui me pose un peu problème, justement. On a l'impression qu'il y a une incohérence entre les deux frères, alors que pourtant, ils ont vraiment une grande cohérence républicaine. Et il y a cette divergence sur la question économique. Non, c'est une remarque intéressante. Alors, j'ai plus du tout en tête le texte les propos de Condillac à propos de la guerre des farines. Il faudrait effectivement, hein, c'est une bonne piste de recherche, chercher pourquoi sur ce point-là il diverge. Là, j'ai pas de réponse immédiate à vous donner, étant donné que j'ai pas en tête le texte de Condillac. Mably, moi, je trouve ça plutôt cohérent pour lui de rejeter l'édit Turgot, puisqu'il est toujours dans cette démarche de prohiber les exportations, d'avoir une activité commerciale contrôlée, et d'autant plus que voilà, ça touche au droit à la subsistance. Donc ça, c'est plutôt cohérent pour Mably, je trouve. Par contre, vous donnez des éléments pour expliquer l'incohérence de Condillac, enfin, vous semblez repérer l'incohérence de Condillac. Là, je préfère pas m'aventurer parce que je n'ai pas le texte en tête. C'est dans du commerce et du gouvernement, mais c'est un texte aussi qui est difficile parce que je pense qu'on peut pas comprendre ce texte où vraiment c'est la liberté du commerce à fond, un peu comme les physiocrates, mais il l'encadre toujours avec l'idée que il faut que ce soit dans le cadre de ce qu'il appelle la vie simple. Et il faut pas que ce soit une liberté économique qui fasse sortir les mœurs, si on peut dire, de cette vie simple et qui bascule dans ce qu'il appelle la vie molle. Donc on voit qu'il y a quand même une espèce d'atmosphère républicaine qui chapeaute un peu cette liberté économique. Mais à la fin, quand même, en 75, il défend l'édit Turgot, mais dans l'idée que la liberté économique, en réalité, la liberté du commerce, en réalité, par le système des flux et des reflux, ça provoque une espèce d'harmonisation qui égalise les richesses et détruit les monopoles, etc., etc. Donc c'est vraiment une espèce de libéralisme dans un projet égalitaire qui est assez bizarre. Parce que peut-être qu'il est profondément convaincu de la teneur théorique des physiocrates, hein, parce qu'au final, les physiocrates, s'ils prônent cet entre guillemets, cet ultra-libéralisme, c'est bien pour voir l'abondance dans l'ensemble des classes de la population apparaître, hein, que ce soit du petit paysan aux riches propriétaires. Hein, c'est vraiment une idée de croissance économique qui est défendue. Donc, ouais. partage probablement cette position en atteignant ce bon prix du grain. On parle entre nous, pardon. La question du bon prix du grain, je pense que Condillac y adhère. Et on va atteindre ce bon prix du grain par la liberté du commerce. Et les physiocrates condamnent ce phase de subsistance contre ce luxe de décoration. Et il y a aussi une condamnation du luxe chez les physiocrates. Donc peut-être qu'il est simplement convaincu de la théorie physiocratique, même si il semble prendre un certain recul sur certains points.